Le bruit résonna dans le réfectoire comme un coup de tonnerre, par un après-midi calme. Toutes les conversations s'éteignirent. Chaque fourchette s'arrêta à mi-chemin vers les bouches affamées. Le claquement sec de chair contre chair avec une intention violente eut cet effet sur les gens, les figeant sur place, comme s'ils étaient témoins de quelque chose qui ne devrait jamais se produire dans le monde civilisé des halls universitaires. Sophie Dubois était assise à la table d'angle où elle se plaçait toujours, aussi loin de l'attention que possible, tout en restant dans les limites de l'acceptabilité sociale. Ses manuels usés étaient empilés proprement à côté de son déjeuner simple, le genre de repas qui parlait d'un budget serré plutôt que d'une abondance insouciante. Elle relisait des notes de chimie quand la gifle résonna dans la pièce, mais elle savait sans lever les yeux qu'il avait donné et qu'il avait reçu. La victime était Hélène Martin, une fille dont l'existence même semblait inviter les pires impulsions de ceux qui confondaient privilège et permission. Hélène était là maintenant, sa main pressée contre sa joue, ses yeux sombres grands ouverts avec le genre de choc qui ne vient pas de la surprise, mais de la confirmation de ses pires craintes. La marque rouge qui s'étendait sur sa peau mate racontait sa propre histoire d'humiliation et d'impuissance. L'agresseur était Maxime Lemaire, dont le nom de famille avait suffisamment de poids dans cette institution pour écraser quiconque osait défier son autorité. Son père ne se contentait pas de faire des dons à l'école. Il la possédait pratiquement, siégeant à tous les conseils d'administration importants et exerçant une influence qui ruisselait sur son fils comme un privilège hérité. Maxime était là, avec ce sourire narquois familier, celui qui suggérait qu'il était au-dessus des conséquences, au-dessus de tout reproche, au-dessus de la décence humaine fondamentale qui régissait les simples mortels. Mais quelque chose était différent cette fois. Quelque chose changeait dans la hiérarchie soigneusement ordonnée du lycée Saint-Michel. Hélène avait enduré des mois de la cruauté particulière de Maxime. Cela avait commencé petit, comme ces choses-là commencent souvent. Des commentaires sur son statut de boursière, des blagues sur ses vêtements d'occasion, des prononciations délibérément erronées de son nom de famille qui provoquaient des ricanements dans son cercle de complices. Le tourment s'était intensifié progressivement, chaque incident s'appuyant sur le précédent jusqu'à atteindre ce moment de violence physique. Sophie avait regardé tout cela se dérouler depuis sa position dans l'ombre. Elle avait été témoin de chaque ricanement, de chaque insulte chuchotée, de chaque acte calculé d'assassinat social, et elle n'avait rien fait, rien dit, n'était pas intervenue du tout. Sa propre stratégie de survie dépendait de l'invisibilité, d'être si insignifiante que les prédateurs la dépasseraient à la recherche d'une proie plus évidente. Le réfectoire restait suspendu dans ce moment d'horrible silence. Les larmes d'Hélène commençaient à couler maintenant, traçant des chemins argentés sur ses joues, tandis que Maxime et ses amis riaient avec la cruauté désinvolte qui ne vient que de ceux qui n'ont jamais subi de vraies conséquences pour leurs actes. Les membres du corps enseignant qui auraient dû surveiller étaient visiblement absents, probablement occupés par des questions administratives qui semblaient plus importantes que les drames quotidiens de la vie étudiante. C'est alors que quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Sophie. Plus tard, elle aurait du mal à expliquer ce qui s'était passé ensuite. Les psychologues appelleraient cela un point de rupture, un moment où le stress et l'empathie accumulée l'emportent sur la pensée rationnelle. Sa mère appellerait cela « trouver sa colonne vertébrale ». Ses quelques amis appelleraient cela « miraculeux ». Mais à cet instant, Sophie ne pensait pas aux étiquettes, aux explications ou aux conséquences. Elle pensait à la justice. Sa chaise gratta le sol lorsqu'elle se leva, le bruit coupant le rire nerveux comme une lame. Tous les regards se tournèrent vers elle, cette fille tranquille qui n'avait jamais fait de scène, jamais élevé la voix, jamais attiré l'attention sur elle de manière significative. Pendant un instant, elle hésita, sentant le poids de leurs regards, la pression de l'attente et de la surprise. Puis elle bougea. La chaise de salle à manger à côté de sa table était un meuble institutionnel standard, construit pour la durabilité plutôt que pour le confort.
Elle était plus lourde qu'elle n'y paraissait, en bois massif et en métal, conçue pour résister à des années de mauvais traitements adolescents. Les mains de Sophie se refermèrent sur son dossier et elle sentit une force traverser ses bras qu'elle ne savait pas posséder. Maxime riait encore quand la chaise entra en contact avec sa colonne vertébrale. L'impact résonna dans le réfectoire comme une force physique, stupéfiant tout le monde dans un silence absolu. Maxime bascula vers l'avant, son rire s'arrêtant en plein souffle alors que la douleur et le choc s'enregistraient simultanément. La chaise s'écroula sur le sol et Sophie se tenait là, respirant fort, sa petite silhouette tremblant d'adrénaline et d'incrédulité. Elle n'avait jamais frappé un autre être humain de sa vie. Elle n'avait même jamais élevé la voix avec colère. Pourtant, la voilà, venant de rendre la justice de ses propres mains. Et le sentiment était à la fois terrifiant et exaltant. Les conséquences explosèrent dans le chaos. Les amis de Maxime se précipitèrent à son secours, criant des menaces et des demandes de rétribution. Certains élèves sortirent leur téléphone pour tout enregistrer, comprenant instinctivement qu'ils étaient témoins de quelque chose dont on parlerait pendant des années. D'autres commencèrent à applaudir, doucement au début, puis avec une audace croissante, alors qu'ils réalisaient que quelqu'un avait enfin fait ce qu'ils avaient tous voulu faire, mais n'avaient jamais osé. Hélène regarda Sophie avec émerveillement et gratitude, sa propre douleur momentanément oubliée face à ce salut inattendu. Pour la première fois depuis des mois, elle n'était pas le centre d'une attention non désirée. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un d'autre avait pris position pour elle quand elle ne pouvait pas se défendre elle-même. Sophie se tenait au centre de tout cela, son cœur battant contre ses côtes, son esprit parcourant les implications de ce qu'elle venait de faire. Serait-elle expulsée? Sa bourse serait-elle révoquée? Sa mère célibataire, qui travaillait 3 emplois pour joindre les 2 bouts, devrait-elle expliquer à son employeur pourquoi elle avait besoin de temps libre pour des réunions disciplinaires à l'école de sa fille? Mais sous la peur se cachait autre chose, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, la satisfaction féroce de refuser d'être un spectateur de l'injustice. Le proviseur arriva en quelques minutes, attiré par l'agitation et les rapports de violence qui avaient atteint les bureaux administratifs à la vitesse d'un feu de forêt. Monsieur Durand était un homme qui se targuait de diriger une institution ordonnée, où les problèmes étaient résolus par les voies appropriées et les procédures disciplinaires suivaient les protocoles établis. La scène qui l'accueillit dans le réfectoire était son pire cauchemar. Des élèves dans le chaos, des téléphones enregistrant tout et des preuves évidentes que la paix soigneusement maintenue de son lycée avait été brisée. Maxime était debout maintenant, le visage rouge d'humiliation et de rage. Dès qu'il vit M. Durand, il commença ses demandes de punition immédiate, sa voix portant le ton particulier de l'arrogance qui venait de n'avoir jamais été refusé de rien de ce qu'il voulait. Le nom de son père était invoqué à plusieurs reprises, ainsi que des menaces concernant le financement, les postes au conseil d'administration et les diverses manières dont le lycée Saint-Michel dépendait de la bonne volonté continue de la famille Lemaire. Sophie ne dit rien. Elle avait appris il y a longtemps que les explications aidaient rarement et que les figures d'autorité préféraient généralement entendre ceux qui avaient du pouvoir plutôt que ceux qui n'en avaient pas. Elle se tenait tranquillement pendant que Maxime la dépeignait comme une faiseuse de troubles instables qui l'avait attaquée sans provocation, tandis que ses amis acquiesçaient et ajoutaient leurs propres embellissements à l'histoire. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il y avait des témoins qui n'étaient pas intimidés au point de se taire. Cette fois, il y avait des enregistrements qui ne pouvaient pas être rejetés ou ignorés. Cette fois, la vérité avait des alliés. Hélène trouva sa voix en premier, s'avançant malgré ses larmes pour expliquer ce qui s'était réellement passé. Ces mots vinrent d'abord avec hésitation, puis avec une force croissante, alors que d'autres élèves commencèrent à hocher la tête et à murmurer leur accord. La gifle avait été vue par tout le monde.
Le comportement de harcèlement de Maxime était connu de tous. La seule surprise était que quelqu'un avait enfin fait quelque chose à ce sujet. Monsieur Durand se retrouva dans une position impossible. D'une part, la violence ne pouvait jamais être tolérée, quelles que soient les circonstances. D'autre part, il était évident que Maxime avait été l'agresseur initial et que les actions de Sophie, bien qu'extrêmes, avaient été en défense d'une autre élève. Les enregistrements qui se répandaient déjà sur les plateformes de médias sociaux feraient ressembler toute tentative d'ignorer le contexte à du favoritisme envers le fils du riche donateur. Le conseil de discipline qui suivit ne ressemblait à rien de ce que le lycée Saint-Michel avait jamais vu. Les parents arrivèrent par vagues, certains exigeant l'expulsion de Sophie, d'autres insistant pour que Maxime subisse enfin les conséquences de son comportement. Les médias locaux reprirent l'histoire lorsque les publications sur les médias sociaux devinrent virales, transformant ce qui aurait dû être une affaire d'école privée en un débat public sur le harcèlement, le privilège et la justice. Sophie assista à tout cela avec la même dignité tranquille qui avait caractérisé toute sa carrière scolaire. Lorsqu'on lui demanda d'expliquer ses actions, elle parla simplement et honnêtement de ce dont elle avait été témoin, de sa décision d'intervenir lorsqu'aucun adulte n'était présent pour le faire, et de son regret que la violence ait été nécessaire pour arrêter ce qui se passait. « Je ne l'avais pas prévu », dit-elle tranquillement, sa voix portant clairement à travers la salle d'audience bondée. « J'ai vu Hélène se faire blesser et tout le monde regardait. Je ne pouvais plus regarder. Le comité délibéra pendant des heures. À l'extérieur, les élèves maintenaient une veillée, beaucoup d'entre eux portant des pancartes, soutenant Sophie et partageant leurs propres histoires de harcèlement de Maxime. Les équipes de nouvelles locales interviewèrent des parents et des élèves, et l'histoire commença à prendre une vie propre dans le cadre d'une conversation plus large sur la responsabilité dans les établissements d'enseignement. Lorsque la décision fut finalement rendue, elle ne satisfit pleinement personne, mais refléta la réalité complexe de ce qui s'était passé. Sophie reçut une suspension pour son recours à la violence, mais elle fut brève et assortie de travaux d'intérêt général plutôt que d'une expulsion. Maxime reçut une suspension plus longue et fut tenu d'assister à des séances de counseling sur le harcèlement et le privilège. Les deux élèves seraient tenus de participer à un programme de justice réparatrice conçu pour les aider à comprendre l'impact de leurs actions. Plus important encore, l'incident suscita un examen approfondi des politiques de lutte contre le harcèlement et des procédures d'application de la loi du lycée Saint-Michel. Des systèmes de signalement anonymes furent mis en place. La surveillance du corps enseignant fut accrue. Des programmes de formation furent institués pour les élèves et le personnel sur la reconnaissance et la lutte contre le harcèlement. Les changements arrivèrent trop tard pour Hélène, qui fut transférée dans une autre école avant que les nouvelles politiques ne puissent prendre effet. Mais elle laissa une lettre pour Sophie, la remerciant d'avoir été l'amie dont elle avait besoin quand personne d'autre ne voulait s'avancer. Cette lettre devint l'une des possessions les plus précieuses de Sophie. Un rappel que faire ce qui est juste signifie parfois accepter les conséquences d'une action nécessaire. Le retour de Sophie à l'école, après sa suspension, ne ressembla en rien à ce qu'elle avait imaginé. Au lieu de chuchotements et d'évitements, elle se retrouva entourée d'élèves qui voulaient la remercier, partager leurs propres histoires de harcèlement, exprimer leur admiration pour son courage. Les professeurs qui l'avaient à peine remarqué auparavant commencèrent à la voir différemment, reconnaissant des qualités de leadership et de courage moral qui avaient été cachées sous son extérieur tranquille. L'attention fut accablante au début. Sophie avait passé tant d'années à cultiver l'invisibilité qu'être vue et reconnue lui semblait étrange et parfois inconfortable. Mais peu à peu, elle commença à comprendre que ses actions avaient donné aux autres la permission de trouver leur propre voie, de refuser d'accepter l'injustice comme une partie inévitable de leur expérience scolaire. Maxime ne revint jamais au lycée Saint-Michel.
Son père, confronté à un examen public et à des questions sur les valeurs de sa famille, l'inscrivit dans un internat de type militaire où la discipline était plus stricte et la hiérarchie sociale moins dépendante de la richesse familiale. Le retrait du soutien financier de la famille Lemaire causa quelques difficultés initiales à l'école. Mais d'autres donateurs s'avancèrent pour combler le vide, beaucoup d'entre eux citant spécifiquement leur admiration pour la façon dont l'administration avait géré l'incident. La relation de Sophie avec sa mère s'approfondit dans les semaines qui suivirent l'incident. Madame Dubois avait d'abord été terrifiée lorsqu'elle avait reçu l'appel de l'école, craignant que la bourse et l'avenir de sa fille ne soient compromis. Mais au fur et à mesure qu'elle en apprit davantage sur ce qui s'était passé et pourquoi, sa peur se transforma en fierté. Sa fille tranquille avait trouvé la force de défendre quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre, et cela demandait un courage qu'on ne pouvait enseigner dans aucune salle de classe. « Ton père aurait été si fier », dit-elle à Sophie un soir, alors qu'elles étaient assises ensemble à examiner les demandes d'admission à l'université. Monsieur Dubois était décédé lorsque Sophie avait 12 ans, laissant derrière lui des souvenirs d'un homme qui avait toujours défendu les opprimés, qui avait cru que l'éducation était la voie vers un monde meilleur pour tous, pas seulement pour ceux qui étaient nés avec des privilèges. Les dissertations universitaires que Sophie écrivit cette année-là étaient différentes de celles qu'elle avait initialement prévues. Au lieu de se concentrer sur les réalisations scolaires ou les objectifs de carrière, elle écrivit sur la justice et le courage, sur la responsabilité qui vient du fait d'être témoin de l'injustice, et sur la façon dont de petits actes de bravoure peuvent créer des effets d'entraînement qui s'étendent bien au-delà de leur intention initiale. Les réponses des comités d'admission furent extrêmement positives. Plusieurs écoles mentionnèrent spécifiquement qu'elles étaient impressionnées par son courage moral et ses qualités de leadership. Lorsque les lettres d'acceptation commencèrent à arriver, beaucoup étaient accompagnés d'offres de bourse qui rendraient ses rêves universitaires financièrement possibles, sans obliger sa mère à faire encore plus de sacrifices. L'incident du lycée Saint-Michel devint une étude de cas dans plusieurs revues pédagogiques, examiné comme un exemple de la façon dont les écoles pouvaient mieux lutter contre le harcèlement et créer des environnements où les élèves se sentaient habilités à intervenir au nom de leur père. Sophie fut invitée à prendre la parole lors de conférences et d'ateliers, partageant son histoire et plaidant pour des changements systémiques qui empêcheraient d'autres élèves de subir le genre de harcèlement qu'Hélène avait enduré. Au fur et à mesure que sa dernière année avançait, Sophie se retrouva à assumer des rôles de leadership qu'elle n'aurait jamais imaginés. Elle devint présidente du conseil étudiant, non pas parce qu'elle recherchait le poste, mais parce que ses camarades de classe reconnaissaient en elle les qualités d'intégrité et de courage qu'ils voulaient chez leurs représentants. Elle lança un programme de médiation par les pairs qui aida les élèves à résoudre les conflits avant qu'ils ne dégénèrent en violence. Elle organisa des campagnes de sensibilisation sur le harcèlement et créa des espaces sûrs pour les élèves qui se sentaient marginalisés ou ciblés. La transformation fut remarquable non seulement chez Sophie elle-même, mais dans toute la culture de l'école. Les élèves commencèrent à se soucier les uns des autres plus activement. L'effet de spectateur qui avait permis à Maxime de terroriser Hélène et d'autres pendant si longtemps commença à s'éroder à mesure que les élèves réalisèrent qu'ils avaient le pouvoir d'intervenir et de créer le changement. Hélène resta en contact par le biais des médias sociaux, partageant des nouvelles de sa nouvelle école et exprimant sa gratitude pour l'amitié qui s'était forgée dans ce moment de crise. Elle s'épanouissait dans son nouvel environnement, libérée du stress constant du harcèlement et capable de se concentrer sur ses études et sa passion pour les sciences de l'environnement. Les deux filles firent des projets pour se rencontrer pendant les vacances d'hiver, pour se rattraper correctement et pour célébrer à quel point leur vie avait changé. L'anniversaire de l'incident passa tranquillement, marqué seulement par un petit service commémoratif que Sophie organisa pour les élèves qui avaient été touchés par le harcèlement.
Elle parla brièvement de l'importance de créer des communautés où chacun se sentait valorisé et protégé, où les différences étaient célébrées plutôt qu'utilisées comme des armes, où le courage était mesuré non pas par la force physique, mais par la volonté de défendre ce qui est juste. M. Durand, qui avait initialement considéré l'incident comme une crise à gérer, en vint à le comprendre comme un tournant qui avait rendu son école meilleure. Dans ses remarques lors de la remise des diplômes, il parla de la classe qui lui avait enseigné la différence entre la paix et la justice, entre l'ordre et l'équité, entre le respect des règles et la bonne action. Le discours de remise des diplômes de Sophie fut bref et sincère. Elle parla du pouvoir des petites actions pour créer de grands changements, de l'importance de voir et de répondre à l'injustice, de la responsabilité qui vient avec l'éducation et le privilège. Elle remercia ses professeurs et ses camarades de classe de l'avoir aidée à trouver sa voie et exhorta les jeunes élèves à utiliser la leur quand cela comptait le plus. Alors qu'elle traversait la scène pour recevoir son diplôme, les applaudissements furent tonitruants et soutenus. Les élèves, les professeurs et les parents se levèrent pour reconnaître non seulement ses réalisations scolaires, mais aussi son courage moral et son leadership. Dans le public, sa mère pleurait de fierté et de joie, pensant à son mari et à quel point il aurait été fier de la jeune femme que leur fille était devenue. L'été précédant l'université fut rempli de préparation et d'anticipation. Sophie avait choisi d'étudier le travail social et l'éducation, attirée par le désir de créer des changements systémiques qui protégeraient les élèves vulnérables et donneraient du pouvoir aux communautés. Ses expériences à Saint-Michel lui avaient montré le pouvoir de l'action individuelle, mais aussi la nécessité de réformes institutionnelles qui pourraient prévenir les crises plutôt que simplement y répondre. Elle passa une partie de l'été à travailler comme conseillère dans un camp pour jeunes à risque où elle vit des rappels quotidiens de la raison pour laquelle sa future carrière était importante. Beaucoup d'enfants avec qui elle travaillait avaient été harcelés, marginalisés ou laissés tomber par des systèmes qui auraient dû les protéger. Sa douceur et son empathie authentique firent d'elle un mentor naturel, et elle trouva une profonde satisfaction à les aider à développer la confiance et les compétences dont ils avaient besoin pour se défendre. Quand le mois d'août arriva et qu'il fut temps de partir pour l'université, Sophie se sentit prête pour le prochain chapitre de sa vie. La fille timide qui s'était autrefois cachée au fond de chaque salle de classe avait disparu, remplacée par une jeune femme qui comprenait son propre pouvoir et sa propre responsabilité. Elle avait appris que le silence face à l'injustice était lui-même un choix, et que choisir d'agir, même lorsque c'était difficile ou effrayant, était ce qui séparait les spectateurs des héros. Sa mère la conduisit au campus, toutes les deux émues mais excitées par l'avenir. Alors qu'elle déballait ses affaires dans sa chambre de dortoir, Madame Dubois trouva la lettre qu'Hélène avait écrite des années plus tôt, soigneusement conservée parmi les possessions les plus importantes de Sophie. « Tu as gardé ça tout ce temps », observa-t-elle, sa voix douce de compréhension. « Ça me rappelle pourquoi c'était important », répondit Sophie. « Et pourquoi c'est toujours important ?» La lettre avait été lue et relue tant de fois que le papier était doux au toucher, mais les mots restaient aussi puissants que jamais. « Merci de m'avoir vu quand tout le monde détournait le regard. Merci de t'être soucié de moi quand personne d'autre ne le faisait. Merci de m'avoir montré que je n'étais pas seule. » Alors que sa première année commençait, Sophie se lança dans ses études et ses activités sur le campus, avec la même détermination tranquille qui avait caractérisé sa transformation au lycée. Elle rejoignit le programme de défense des pairs, fit du bénévolat dans les écoles locales et commença à développer des idées pour sa thèse de fin d'études sur les approches systémiques pour prévenir le harcèlement dans les établissements d'enseignement. Ses professeurs reconnurent rapidement sa combinaison unique de capacités académiques et d'expérience du monde réel. Lorsqu'elle partagea son histoire lors des discussions en classe, ses camarades de classe écoutèrent avec une attention soutenue, beaucoup d'entre eux voyant des parallèles avec leurs propres expériences en tant que témoins ou victimes d'injustice. Sa perspective,
forgé dans le creuset de la crise morale et de la croissance personnelle, ajouta de la profondeur et de l'authenticité aux discussions théoriques sur le changement social et la responsabilité individuelle. Les effets d'entraînement de ce jour dans le réfectoire du lycée Saint-Michel continuèrent de se répandre de manières à la fois grandes et petites. D'autres écoles adoptèrent des changements de politique similaires après avoir appris ce qui s'était passé. Les élèves d'autres districts commencèrent à s'exprimer plus activement lorsqu'ils furent témoins de harcèlement. Les parents s'impliquèrent davantage dans les conversations sur le harcèlement et la culture institutionnelle. Sophie pensait souvent au moment où elle s'était levée de sa table d'angle et avait ramassé cette chaise. Au cours des années qui suivirent, elle en vint à la comprendre non pas comme un simple acte de violence, mais comme la première étape d'un voyage vers la justice. La chaise avait été un symbole, un outil de perturbation qui avait brisé plus que le silence dans ce réfectoire. Elle avait brisé l'hypothèse que certaines personnes étaient impuissantes, que certaines voix n'avaient pas d'importance, que certaines injustices faisaient simplement partie de l'ordre naturel. La fille, qui s'était autrefois définie par son invisibilité, comprit maintenant qu'être vue, être entendue, être présente dans le monde était à la fois un privilège et une responsabilité. Elle avait appris à utiliser sa voix non seulement pour se défendre, mais aussi pour amplifier les voix des autres qui luttaient pour se faire entendre. Elle avait découvert que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Alors qu'elle se tournait vers l'avenir, Sophie savait que son chemin continuerait d'être façonné par les leçons apprises dans ce moment de crise. Elle passerait sa carrière à travailler à la création de systèmes et de structures qui empêcheraient des élèves comme Hélène de souffrir en silence, qui donneraient aux élèves comme elle le pouvoir d'agir avec confiance plutôt qu'avec désespoir, qui tiendraient les élèves comme maximes responsables avant que leurs actions ne dégénèrent en harcèlement et en violence. L'histoire qui avait commencé par une gifle et une chaise était devenue quelque chose de plus grand que ses composantes individuelles. Elle était devenue un témoignage du pouvoir du courage moral, de l'importance de l'action individuelle et de la possibilité d'un changement systémique. Plus importante encore, elle était devenue la preuve que même les voix les plus silencieuses, lorsqu'elles étaient élevées au bon moment, pouvaient tout changer.